Sur la côte est nord-américaine, les rivières sauvages insufflent la vie sur le continent. Les cormorans affamés se précipitent sur les poissons remontant le courant pour frayer. C'est le cycle de la vie et de la mort le long de la rivière. Sur les côtes accidentées de la rive est du Canada, un écosystème aussi riche que délicat prospère aux confins du continent. Bienvenue dans l'Est sauvage. Les rivières de la Nouvelle-Écosse. Ces canaux transportent de l'eau, la source de toute vie, à travers la partie continentale de la province. Voici la rivière Shubenacadie, qui s'étend à l'intérieur des terres pour rejoindre la baie de Fundy et Grand Lake. Des millions de poissons empruntent cette voie chaque année. Ils remontent à la source pour frayer. C'est le printemps dans le Grand Est sauvage. Et la vie animale plonge la tête la première dans la rivière. Qu'ils soient de passage pour la saison ou tout juste sortis d'une longue sieste hivernale, l'eau vive leur apporte la vie sur leur passage. Mais pour les espèces prédatrices, la rivière fournit plus que l'eau. Une chose que ce rat musqué ne sait que trop bien. Des animaux vivent à différents endroits de la rivière. Mais sous la surface, la lauze savoureuse est de passage. Ces poissons effectuent un long voyage depuis l'océan Atlantique jusqu'à la source de la rivière, Grand Lake. Les aloses passent la majeure partie de leur vie dans l'océan. Mais une fois arrivées à maturité, elles regagnent les lacs d'eau douce pour frayer. Ce sont donc des poissons anadromes. Au cours de ce voyage, le corps de la lauze subit des changements incroyables. Quittant l'eau salée de l'océan, leurs branchies, leurs poumons et leurs reins se transforment pour leur permettre de respirer dans l'eau douce de la rivière. Les poissons ne font ce voyage que lorsqu'ils atteignent la maturité, ce qui peut prendre jusqu'à 5 ans, durant lesquels ils atteignent la taille d'un bras humain. La lauze nage depuis les eaux atlantiques de Floride jusqu'à la baie de Fundy, puis continue jusqu'à Grand Lake. Une fois qu'ils auront procréé, ces aloses feront demi-tour et retourneront à l'océan. Mais il y a plus d'une espèce de poisson nageant le long de la rivière. La Shubenacadie abrite également un convoi de Gasparos. Petit cousin de la lauze savoureuse, il mesure environ un quart de sa taille. En dehors des provinces maritimes, le poisson est appelé alewife. Mais ici, dans le Grand Est sauvage, il porte encore le nom que le peuple acadien lui a donné il y a plus de 400 ans, Gasparo. Lui aussi est un poisson anadrome. Ceux-là empruntent le même chemin que leurs ancêtres pour aller frayer. La lauze et le Gasparo sont tous deux dotés de capacités incroyables. Les poissons partis se reproduire pour la première fois ce printemps n'ont pas nagé en eau douce depuis 5 ans. Pourtant, leur odorat les conduit jusqu'à la rivière où ils ont vu le jour. Nous voici arrivés aux portes du réseau de rivières de Nouvelle-Écosse, dont les gardiens, une colonie de cormorans à aigrettes, attendent avec impatience le poisson remontant le courant pour frayer. Les scientifiques estiment qu'il y a près de 1000 oiseaux adultes qui reviennent ici chaque année. Cela représente environ un tiers de la population humaine qui vit de l'autre côté du port.
Les cormorans prospèrent à l'embouchure de la rivière grâce à l'abondance de nourriture. Ils reviennent chaque printemps pour se reproduire et élever leurs petits. Sur les 40 espèces différentes de cormorans à travers le monde, la double aigrette est la plus courante en Amérique du Nord. Durant la saison de reproduction, 2 touffes de plumes dépassent de la tête de l'oiseau, évoquant des cornes. Cette caractéristique est à l'origine du nom donné à l'aigrette. Mais la lune de miel est terminée, et dans chaque nid se trouvent des bouches à nourrir. Nicher dans les grandes colonies comme celle-ci offre des avantages. L'un des 1000 cormorans rassemblés ici peut tirer la sonnette d'alarme si un prédateur approche. Sous la surface, un mâle dévoué collecte des algues pour garnir l'intérieur de son nid. Au-dessus, sa femelle s'occupe de quelques réparations. L'accord tacite d'un partenariat cormoran. Le père et la mère partagent la responsabilité de l'entretien du nid et de l'élevage des poussins. Les oisillons de la colonie ont entre 4 et 7 semaines, entre le moment où le cormoran est arrivé et le temps qu'il a mis à trouver un compagnon. La plupart ne sont pas encore prêts à voler de leurs propres ailes. Leurs plumes brunes duveteuses ne sont pas équipées pour le vol. Les cormorans peuvent vivre plus de 20 ans, mais la première année est de loin la plus importante, car il faut une bonne dose de chance pour échapper aux prédateurs. Sous ces eaux nage l'ingrédient principal du régime alimentaire du cormoran, le poisson, qui ne manque pas à l'embouchure de la rivière. Lorsque cette route a été construite, elle a condamné l'embouchure de 2 des 3 rivières qui se déversent dans le port de Pictou. Ainsi, tous les poissons migrateurs n'ont d'autre choix que de nager à droite en direction des cormorans. Ces obstructions artificielles peuvent causer une certaine confusion pour les animaux du Grand Est sauvage. Comme par exemple cette marmotte, qui essayait juste d'attraper quelques baies et larves et se retrouve au milieu du port. Dans les rochers, une mouette a trouvé un crabe. Les cormorans en sont aussi friands, mais ils préfèrent le poisson. Ils passent une grande partie de la journée à en chercher en se propulsant sous l'eau avec leurs pattes palmées. Quand ils atteignent la distance de frappe, les cormorans tentent d'harponner le poisson avec leur bec crochu. Pas toujours avec succès. Contrairement à d'autres oiseaux aquatiques, les plumes du cormoran ne repoussent pas l'eau. Après un plongeon, ils doivent donc déployer leurs ailes pour les sécher. Cette pose est en quelque sorte la marque de fabrique de l'oiseau. La particularité de son plumage est non seulement unique, mais aussi utile. Un cormoran humide est plus lourd et plonge donc plus vite et plus profond. Coincés dans leur nid, les poussins comptent sur leurs parents pour leur nourriture. Comme la plupart des oiseaux, les cormorans nourrissent leurs poussins par régurgitation. Et il y a peu de rivalité entre frères et sœurs. Les poussins affamés se battent pour attirer l'attention de leurs parents. Quand les oiseaux sont très jeunes, ils ne se nourrissent qu'à la pointe du bec de l'adulte. Mais les oisillons comprennent vite qu'il y a plus de nourriture à récupérer en plongeant plus loin dans le bec. Les parents ont digéré partiellement la nourriture avant de la régurgiter. Les poussins se nourrissent alors du contenu de la poche située entre le bec de l'oiseau et son cou. Les oisillons vont bientôt prendre leur envol et ont besoin de beaucoup de nourriture au cours de cette dernière étape de croissance.
Ils sont comme des adolescents affamés. Pendant cette période de l'année, maman et papa doivent nourrir constamment leur famille grandissante. Le cormoran n'est pas le seul oiseau vivant à l'embouchure de la rivière. Un aigle à tête blanche plane à proximité et les cormorans sont en alerte. Au sommet de la chaîne alimentaire, l'aigle à tête blanche va manger tout ce qu'il est capable de tuer. Pour l'instant, il est à la recherche d'un oisillon cormoran, car les adultes, capables de voler, ont une meilleure chance d'échapper aux prédateurs. Mais les jeunes sont confinés dans le nid, avec pour seule protection leurs parents, les cachant à l'œil aiguisé de l'aigle. Une fois le prédateur envolé, les cormorans peuvent laisser leur nid et retourner à l'eau. Pour l'aigle, ce n'était pourtant qu'une simple mission de reconnaissance. Ce prédateur est un chasseur opportuniste. Et avec tant d'oisillons dans la colonie en ce moment, il ne volera pas loin. Mais pour l'instant, les oisillons sont en sécurité. L'embouchure de la Choubenacadie, où le fleuve se termine et l'océan commence. L'alose et le Gasparot commencent leur voyage ici. Chaque année, 5 à 10 millions de poissons passent par les eaux boueuses de la baie de Fundy. À son extrémité orientale, la plus forte marée du monde remonte dans la Choubenacadie. Et l'impact de l'eau modifie le débit de la rivière. Ce phénomène unique est appelé un mascaret. À marée basse, on peut se tenir au milieu de la rivière avec de l'eau jusqu'à la taille. Mais moins d'une heure après le début de la marée, l'eau arriverait 4 fois plus haut. Tandis qu'il remonte le courant, les poissons croisent un voyageur qui se déplace dans la direction opposée. Un phoque, essayant d'attraper son prochain repas. Lorsque l'on remonte le courant, le chemin n'est pas un long fleuve tranquille. Et cette fois, le poisson est tombé sur un os. À leur naissance, l'odeur de leur rivière d'origine a laissé une empreinte sur ces poissons. Et ils utilisent cette mémoire sensorielle pour retrouver le chemin de la maison. Certains aloses et Gasparots continuent sur la Choubenacadie, tandis que d'autres sortent sur Stouviac River. Bien vite, les nageurs de la Stouviac se précipitent vers l'un de leurs prédateurs les plus communs, le pêcheur. Le long de cette rivière, ils font un concours de pêche à la lose. Chaque pêcheur essaie d'attraper la plus grande alose possible. Et le poisson va servir un but. À proximité se trouve un centre de réadaptation pour les aigles blessés. Et toutes les aloses attrapées aujourd'hui y seront envoyées pour nourrir ces derniers. Cet événement a lieu tous les ans depuis 20 ans. La rivière trouve toujours un moyen pour rassembler les êtres vivants, au-dessus et en dessous de l'eau. Les aigles attrapent généralement leurs propres poissons. Mais les oiseaux blessés seront heureux de recevoir un coup de main des humains. Pendant ce temps,
les aloses de la Shubenacadie font face à un défi différent. Ce piège, appelé un barrage de pêche, est posé ici chaque année pour attraper les gasparos et aloses remontant le courant. Ce type de barrage existe à travers le monde depuis plus de 10 000 ans. Le piège fonctionne en bloquant une partie de la rivière, ce qui oblige le poisson à nager dans les filets placés sous l'eau. À son apogée au XXe siècle, plus d'un demi-million d'aloses ont été pêchées chaque année dans le Grand Est sauvage. Mais ce poisson comporte beaucoup d'arêtes et est difficile à préparer. Il est donc tombé en disgrâce auprès du grand public. Ceux-là seront utilisés pour appâter les homards. Mais certains poissons se faufilent à travers les mailles du filet. Les pêcheurs ne peuvent pas tous les attraper. La pêche à la ligne et la pêche par barrage sont soigneusement réglementées dans le Grand Est sauvage. Cela permet à l'alose et aux gasparos de revenir frayer. S'ils ne le font pas, cela va perturber l'équilibre délicat de la rivière. Dans moins de 6 semaines, les bébés cormorans du port de Pictou seront capables de voler. Confinés au nid, ils dépendent entièrement de leurs parents. Apprendre à voler leur apporte donc l'indépendance, mais aussi un moyen de défense. L'aigle a ressurgi pour traquer la colonie. Et les parents font de leur mieux pour protéger les oisillons. L'aigle prend son envol. Revient en arrière, puis arrache un bébé cormoran à son nid. Les espèces de cormorans sont organisées pour supporter la perte. La mort d'un oisillon ne détruira donc pas la colonie qui possède la force du nombre. Et ici, dans l'Est sauvage, l'avenir est assuré pour le cormoran à aigrette. De retour le long de la Shubenacadie, les gasparos ont presque atteint Grand Lake, la source de la rivière. C'est la dernière étape avant d'atteindre la Nouvelle-Écosse. Juste après le coude de la rivière, ce sera la fin du voyage. Ces poissons se sont battus tout le long du chemin et ont eu la chance d'arriver jusque-là. En arrivant chez eux, ils vont frayer et accueillir la prochaine génération de gasparos. Mais l'homme a placé un dernier obstacle sur leur route. Une paire de ponceaux métalliques. L'eau, bouillonnante et cahotante, se précipite contre le gasparo frénétique à travers ces 2 tunnels. C'est la dernière épreuve avant d'atteindre le calme des frayères ancestrales. Pour le petit poisson, difficile de nager dans ces eaux furieuses. Cela demande beaucoup de courage. Juste au moment où ils semblent avoir traversé le tunnel, la force de l'eau les repousse.
Mais un par un, chaque poisson arrive à traverser. Le voyage précédent était un marathon. En voici le sprint final. De l'autre côté du ponceau, les Gasparos sont arrivés à la source de la rivière Shubenacadie pour frayer. Une seule femelle Gasparo peut pondre entre 60 000 et 200 000 œufs. Mais bien sûr, tous ne deviennent pas des petits poissons. Une fois les petits nés, les conditions telles que la température de l'eau, la présence de prédateurs et la disponibilité de leur nourriture influencent la croissance des larves et leur capacité à faire le long voyage de retour vers l'océan. Lorsqu'ils nagent en aval pour la première fois, commence alors leur propre transformation, la préparation de leurs organes internes pour l'eau salée. Le temps de cette transformation est génétiquement programmé pour être le même que la durée de leur voyage vers l'océan. Le Gasparo et la Lauze ont assuré l'avenir de leurs espèces pour une nouvelle année. Les rivières sont les artères du monde naturel. Elles pompent la vie à travers le Grand Est sauvage. Dans leur forme naturelle, elles coulent et tourbillonnent selon les aspérités de la terre. Elles réunissent humains, oiseaux, poissons et toutes les créatures vivantes. Dans quelques mois, le Gasparo et la Lauze, nés ce printemps, devront faire leur premier voyage le long de la rivière vers l'océan Atlantique. Il faudra des années avant qu'ils ne nagent dans la Shubenacadie à nouveau. Les cormorans de Pictou Harbor vont migrer vers le sud cet hiver. Mais l'année prochaine, ils reviendront à coup sûr. Ils ont fait de ces eaux leur maison. La vie sauvage peut ressembler à un jeu cruel pour les espèces tout en bas de la chaîne alimentaire. Mais tel est le délicat équilibre du monde naturel. Une rivière qui traverse le Grand Est sauvage.